Bon, je suis assez en retard comme ça, alors rattrapez un peu. Tu vois, Billy, l'autre, c'est un moi qui n'est pas moi. C'est là une citation de Sartre pour définir autrui. Et c'est précisément sur ça que l'on peut s'appuyer pour commencer cette nouvelle notion. C'est-à-dire qu'autrui, ce sont des sujets, des personnes, mais pas moi. Ce sont des sujets autres, dotés de conscience. Mais une conscience qui n'est pas la même, bien évidemment. Et ces autrui, ce sont des êtres avec qui j'entretiens des relations dans le cadre d'une société. Et pour mieux définir ce qu'est autrui, je vais me baser sur cette problématique. Autrui m'est-il que nécessaire? Et pour travailler sur le sujet, on va commencer par un philosophe assez moderne, Malthus. En s'appuyant sur l'histoire de Victor de l'Aveyron, un petit enfant qui a été retrouvé dans la forêt, élevé certainement par des bêtes sauvages, et dont un scientifique a essayé de le réintégrer à la société, on en est arrivé au fait qu'il n'a jamais pu tout à fait retrouver son esprit humain. Victor de l'Aveyron est aussi un film de François Truffaut qui retrace la vie de ce jeune homme, en tout cas de son enfance. Malthus va commencer par déstabiliser le fait qu'on ait un instinct humain. Les animaux ont un instinct, et assez flexible d'ailleurs, pour s'adapter dans le monde dans lequel ils vivent. Et l'homme n'en a pas, ou presque pas. Par conséquent, c'est la société qui le rendra homme. Comme disait Sartre, l'homme invente l'homme. Et c'est autrui qui va déterminer ma construction en tant qu'humain, mon interaction avec lui en fait. Nous sommes tous hommes en puissance, mais pas en acte. Et c'est précisément autrui qui va nous permettre d'actualiser notre humanité. Acte et puissance, ce sont des termes qu'on reprend à l'Antiquité. En puissance, c'est ce qui est réalisable mais pas encore réalisé. Et en acte, bien entendu, c'est ce qui est réalisé. Pour être plus précis, vous avez le bac en puissance, mais pas en acte. D'ailleurs, certains l'auront jamais en acte. C'est bien malheureux pour eux, mais il fallait se bouger plus tôt, quoi. Et c'est autrui qui va permettre le surgissement de mon humanité. C'est lui qui va actualiser l'humanité qui gît à l'intérieur de moi. Et sans autrui, alors, que serions-nous véritablement? Eh bien, pas grand-chose. La nature humaine est assez restreinte et nous permet à peine de survivre, et non d'être humain. Parce qu'on pourrait se dire qu'un enfant laissé seul, non élevé par des humains, pourrait reprendre des traits que ses ancêtres auraient eu, comme l'homo sapiens ou l'homo faber par exemple. Mais il n'en est rien. Un enfant élevé seul ou par des bêtes autres que des hommes ne deviendra jamais homme tel qu'on peut l'être aujourd'hui. C'est homme avec un grand H. Autrui est donc nécessaire au surgissement de mon humanité. Et outre mon humanité, autrui est celui aussi qui va me permettre d'acquérir la connaissance. Et plus précisément, la connaissance de soi d'abord. Et c'est là Aristote qui s'épanche sur la théorie de ce que peut nous apporter autrui. En effet, on n'a pas un rapport de transcendance à soi, puisqu'on est immanent à nous-mêmes. Transcendant, c'est à l'extérieur d'eux. Immanent, c'est à l'intérieur. Enfin, extérieur A et intérieur A pour le coup. D'une part, parce qu'on est trop orgueilleux. Vous vous rappelez de Narcisse qui est mort en se noyant dans son propre reflet, enfin qu'il a contemplé jusqu'à en mourir quoi. Et bien c'est à peu près la même chose pour nous, on a un amour propre trop grand pour voir véritablement qui on est. Notre orgueil dépasse notre envie de nous connaître. On se contemple en fait, on a une image de nous, l'image qu'on veut se donner, et non l'image qui peut être assez blessante pour ne pas vouloir s'y référer. Et par ailleurs, ce qu'on ne veut pas garder pour soi, on le reproche à autrui. Tous les défauts que l'on trouve à autrui, ce sont des défauts qu'on a nous-mêmes ou qu'on a potentiellement nous-mêmes et qu'on attache à un autrui autre que nous. Par exemple, la jalousie dans le couple. La jalousie viendrait simplement du désir d'infidélité qu'on aurait nous-mêmes à l'égard d'autrui. Si jamais on pensait pas nous-mêmes au fait qu'on puisse être infidèle, on n'aurait pas de quoi être jaloux d'autrui. Mais c'est bien en se posant la question soi-même que l'on peut la projeter sur les autres. C'est là où il nous faudrait un autrui assez distant à nous-mêmes pour nous permettre de voir qui on est véritablement. Mais pas trop distant non plus, parce que ça pourrait ne pas être nous-mêmes du tout, et s'identifier à une mauvaise image qu'on se ferait de nous-mêmes. C'est ainsi qu'il faut tendre à trouver notre alter ego. Un autre moi-même à vrai dire. Quelqu'un qui soit à la médiation entre ni trop éloigné et ni trop proche. Et c'est dans l'amitié qu'on peut trouver cette personne-là. En effet, un ami est assez proche de soi-même pour acquérir toutes nos qualités, mais néanmoins assez distant pour être honnête avec nous-mêmes et puis oser nous dire les défauts que l'on a. Tout du moins qu'on puisse les observer, puisqu'il est assez proche de nous pour qu'on voit chez lui ce qui ne va pas chez nous. Vous avez compris? C'est comme un reflet dans le miroir, on peut voir tous nos petits désagréments quoi. J'ai pensé que j'ai un bouton ici, c'est tellement affreux, en plus on est là. Et outre cela, on pourrait s'attacher à une autre citation d'Aristote. L'homme est un animal politique. C'est-à-dire que déjà, l'homme est un animal. Vous l'aurez compris. On appartient au genre animal et à l'espèce humaine. Cependant, l'homme se distingue de bien d'autres animaux puisqu'il vit en police, dans une cité organisée d'ailleurs. Et c'est notre commerce avec autrui, notre relation avec lui, qui va nous permettre de vivre dans cette société-là. Le bien vivre ensemble quoi. Par ailleurs, il dira que ceux qui vivent seuls sont des monstres ou des demi-dieux. Puisque ceux qui vivent à l'écart ne se posent pas la question de la police, de la cité, du bien vivre ensemble. Ainsi, soit ils sont des dieux qui vivent en autarcie politique, qui sont suffisants à eux-mêmes pour ne pas avoir besoin de vivre dans la cité des hommes. Soit c'est un monstre qui ne s'interroge jamais sur lui-même, sur les autres, sur la société, et qui perd de son aspect humain, par conséquent. Comme les ermites par exemple, qui vivent seuls pendant toute leur vie. Ce ne sont pas des humains, en tout cas pour Aristote. On aura donc compris qu'une société idéale serait une société composée uniquement d'amis. Un peu utopique, n'est-ce pas? Ainsi, autrui me permet de me voir moi-même à travers l'image qu'il me dégage. Et outre cela, autrui, dans son interaction même, peut me permettre d'acquérir la connaissance. Et on peut faire référence à la psychanalyse de Freud. C'est un autrui qui va nous permettre de nous poser les questions nécessaires afin de se délivrer d'un poids qu'on aurait à l'intérieur de nous. Autrui devient un médiateur entre moi et moi-même. Il va nous apporter une clé de lecture sur le ça, le sur moi,
et le moi. Et encore plus de se connaître soi-même, on peut connaître le monde. Et c'est là une référence à la maïeutique de Socrate. La maïeutique, c'était le fait de poser des questions jusqu'à arriver à une réponse satisfaisante. Une définition universelle, même si Socrate a fini par se faire tuer à cause de sa technique. Et provoquer un peu, c'est de sa faute, non? On remarquera d'ailleurs que la plupart des écrits de Platon et de Socrate sont faits en dialogue. C'est une interaction avec autrui qui va nous permettre d'arriver à la réflexion. Même si parfois la réponse du dialogue c'était oui. Oui, bien sûr. Ah oui, vous avez raison, en effet. Il fallait bien ça, quoi. Ainsi, autrui est un médiateur du moi à moi et du moi au monde. Cependant, la question c'était autrui m'est-il que nécessaire? Et à travers certains philosophes, on peut voir que, outre le fait d'être nécessaire, il peut être un obstacle en fait. Un obstacle franchissable ou pas d'ailleurs. Mes chers amis, on va s'attaquer à Kant. Tenez-vous bien, on va y arriver. Pour simplifier la chose, autrui, c'est celui qui va me permettre d'actualiser mon humanité, mais dans un conflit permanent. C'est-à-dire qu'en voulant dépasser autrui, je vais acquérir les capacités nécessaires à devenir un meilleur homme. Meilleur pas nécessairement au sens de vertu, mais meilleur dans les qualités que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on est assez sociable pour se rapprocher d'autrui, cependant de notre caractère égoïste et dénominateur, on va avoir tendance à s'en éloigner. En somme, vous avez besoin d'autrui, mais vous le supportez plus, étant donné qu'on vit dans une règle de confrontation perpétuelle envers autrui. Mais toutefois, c'est ces confrontations qui vont nous permettre de devenir plus fort. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est pour faire bien comprendre Kant. Prenons un exemple plus concret. Et donc que vous soyez dans une même classe qu'un ennemi à vous. Vous êtes obligé de travailler avec lui puisque vous êtes dans la même classe, ainsi vous avez des contraintes qui vous poussent à être sociable envers lui. Mais d'un autre côté, puisque c'est votre ennemi, vous avez envie de l'écraser. Vous avez tellement envie de l'écraser que vous allez les bosser davantage, de plus en plus et de mieux en mieux, afin d'atteindre un niveau supérieur au sien. Et lui d'ailleurs va faire la même chose, de son côté. En admettant que vous soyez concurrentiel. Bien entendu, c'est entendu. Et à travers ce combat assez pénible, vous allez tous les deux augmenter vos capacités de confrontation, non seulement envers l'autre, mais envers la société tout entière. Parce qu'en le dépassant lui, vous en dépassez d'autres. Et vous améliorez votre place dans la classe qui pourrait être une société. Une société, c'est juste un assemblage de plusieurs personnes. Deux personnes peuvent être à elles seules une société. Autrui n'est pas donc que nécessaire, mais il définit une société qui est en guerre latente et continue. Mais néanmoins, cette guerre mais nécessaire. Je crois qu'on en a fini avec Kant. Alors d'accord, autrui mais peut-être insupportable et conflictuel, et puisque je dois vivre avec lui, autant trouver une médiation entre l'extrême éloignement et l'extrême rapprochement. Et on va voir ça avec le sublime, le superbe, l'incroyable, le génialissime et Schopenhauer. On juge pas au physique, ok? Ça se fait pas. Ah oui, Schopenhauer était un personnage assez typique. Il vivait seul, avec son chien et sa femme de ménage. Et un jour est tombé dans les escaliers. Les misanthropes, il ne supporte pas la compagnie des hommes, mais il va quand même réfléchir sur eux. D'ailleurs, c'est l'un de ceux qui va le plus faire avancer la situation des animaux philosophiquement parlant. Parce que Descartes, avec ses automates, il les brise bien. Hein. Et pour ça, il va prendre la métaphore du porc-épic. Nous sommes dans un hiver assez rude, et une famille de porc-épics tendait à se réchauffer dans leur tanière. Cependant, à mesure qu'ils se rapprochaient, ils se piquaient avec leurs piquants. En même temps, ils n'ont pas autre chose pour se piquer. Et alors qu'ils se piquaient, ils s'éloignaient, puisqu'ils souffraient. Mais en s'éloignant, ils avaient de plus en plus froid. Et ainsi, ils durent trouver une distance nécessaire entre un froid glacial et un rapprochement douloureux. Bon, tout ça pour dire, l'homme est en tension permanente entre un éloignement et un rapprochement. Vous me suivez? On est proche parce que la présence d'autrui m'est vitale, mais on s'éloigne parce que la présence d'autrui me saoule, voire me fait souffrir. En fait, en vivant seul, on s'ennuie, mais en vivant ensemble, on souffre. D'un côté, les défauts d'autrui nous éloignent, et d'un autre côté, les qualités d'autrui nous rendent jaloux. Et égoïstement, même si on n'aime pas autrui, et même si on n'aime pas être en rapport avec lui, on va néanmoins développer certaines stratégies afin de pouvoir vivre en interaction avec lui et éviter un ennui mortel. Et ce, par la politesse. Merci s'il vous plaît, au revoir. On va être totalement hypocrite, on va donner une image de soi afin qu'autrui soit satisfait de cette image et nous qu'on puisse à peu près s'identifier et vivre avec autrui qui nous repousse. Autrui devient un instrument d'échapper à soi-même. Il est un clown en fait. Que vous savez, en plus quand on s'ennuie, on a vite tendance à penser à la mort. C'est pas moi qui le dis, fallait voir la vidéo précédente. Par ailleurs, le sage, lui, il peut vivre seul. Il a suffisamment d'intériorité pour ne pas s'ennuyer. Et respecte autrui d'ailleurs en s'éloignant de lui. Bah oui, il le fait pas souffrir. C'est QFD. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles autrui m'est imblairable, c'est sans doute le fait qu'on soit en conflit avec lui, permanent. Mais pas dans un conflit comme celui de Kant, plus celui d'une domination. Comme chez Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave. Là aussi c'est un gros morceau, mais lui il est plus simple que Kant. C'est dur de battre Kant. En vrai si, les Allemands peuvent battre Kant. Les Allemands sont allemands. Parce que autrui, aussi pénible soit-il, c'est lui qui va me permettre de trouver ma place dans la société dans laquelle je vis, avec des autrui. On existe en étant reconnu par autrui. Bah oui, à quoi bon d'exister si seul soi le sait? Que Descartes cogito ergo sum, d'accord? Mais cogito tout seul,
cogito pénible quoi. Mais toutefois, autrui est un concurrent. Et c'est cela qui illustre par la dialectique du maître et de l'esclave. Les deux vont avoir une valeur au-delà de tous les autres. Pour le maître, ce sera la liberté, l'esclave, ce sera sa vie. Et l'esclave se rabaisse ainsi jusqu'à être traité en animal par le maître, si tant est qu'il soit en vie. Le maître a une espèce de supériorité psychologique, puisque lui il ira au-delà de la vie pour défendre sa liberté. C'est-à-dire qu'il peut être dans un combat acharné pour assurer sa liberté. Combat qui peut ramener par la mort psychologique d'ailleurs. Mais toutefois, dans cette théorie, il y a un renversement de situation possible. Le maître domine l'esclave, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser pour tout. Une espèce d'animal qui a sa botte. Toutefois, cet animal, lui, sait se débrouiller par lui-même. Étant donné que ce qu'il préfère, c'est sa vie, il sait tous les moyens possibles pour entretenir celle-ci. Il sait survivre, quoi. Alors que le maître, si tant est qu'il n'a plus d'esclaves à son service, il devient totalement perdu en fait. Et oui, prenez le plus puissant des rois. Admettons qu'il soit dans un navire en mer. Il y a une tempête et le navire tend à chavirer. Si tous ces sujets, donc esclaves, décide de l'abandonner et de le laisser seul, et bah lui, il va mourir. Et c'est là où on montre qu'il est totalement dépendant de ses esclaves. En fait, l'esclave va permettre de faire vivre le maître. Bon, dans la dialectique, c'est plus à travers le regard, mais j'ai pris l'exemple pour donner un aspect concret à la théorie. À quoi bon être maître si on n'est pas reconnu comme tel en fait? L'esclave est autonome puisqu'il passe par lui-même, alors que le maître ne l'est absolument pas puisqu'il est censé passer par un esclave. Autrui m'est donc nécessaire, bien qu'il me soit insupportable ou que je le méprise. Et peut-être que le fait qu'il m'est insupportable viendrait du fait qu'autrui soit au-delà de nécessaire. En fait, il est totalement libre. Et aussi grand soit notre désir de vouloir contrôler autrui, on ne peut pas y parvenir. Et cela dégage en nous une espèce de frustration à l'égard d'autrui. Autrui m'est insupportable parce qu'il est inaliénable. C'est la Sartre qui défend l'idée qu'autrui est une menace à ma liberté. Il tend à m'enfermer en continu dans une essence qui n'est pas du tout enfermée, il nie ma liberté et me pousse à la mauvaise foi. Mauvaise foi d'ailleurs dans laquelle on veut bien se conforter. Admettons qu'autrui se fasse une bonne image de nous, on se conforte dans cette idée, on apprécie l'image qu'autrui se fait de nous et on peut en jouer ainsi. Mais on est totalement dénaturé de nous-mêmes en conséquence. De la même façon qu'on ne veut pas qu'autrui ait une mauvaise image de nous et on va jouer une espèce de rôle afin qu'il ait l'image la plus positive de nous possible. Autrui essaie de m'enfermer constamment dans son regard. Et comme le suggérait Sartre dans Huis clos, l'enfer, c'est les autres. Moi, en tant que sujet, je ne veux pas devenir l'objet d'autrui. Et il en est de même pour l'amour. L'amour, c'est le fait de s'approprier quelqu'un. C'est de le posséder dans une sorte de relation. Mais au-delà de ça, on va tendre à posséder la liberté d'autrui. Ce qui est totalement impossible et insupportable. Et quand bien même, admettons qu'on arrive à posséder la liberté d'autrui, elle nous devient totalement superflue et inutile. L'amant se trouve seul s'il aimé est transformé en automate. Et oui, qui voudrait être aimé par un automate? On va être aimé par une liberté. D'où le paradoxe de la chose d'ailleurs. Dans l'amour, on nie la liberté d'autrui. On en fait un objet et on veut pas être aimé par un objet. C'est une vision assez obscure de l'amour, mais néanmoins qui mérite de se poser la question. Ainsi, pour reprendre un peu le tout, il semblerait qu'autrui me soit nécessaire au surgissement de mon humanité, à la connaissance de soi, du monde et à l'apport de mon bonheur. Nous sommes le produit de l'interaction avec autrui. Cependant, autrui, bien que nécessaire, m'a apparu comme insupportable. Il est conflictuel, mais néanmoins, cette relation va permettre d'améliorer mes capacités. Et toutefois, ce conflit pourrait venir d'un malentendu sur le fait que l'autre cherche à nous déposséder de notre liberté. Ma relation à autrui est donc complexe, voire impossible d'ailleurs. Et ainsi, on pourrait se demander si autrui est une expérience possible ou si c'est seulement une expérience de ma solitude. Si on est condamné au solipsisme. Le solipsisme, c'est un terme inventé par les commentateurs de Descartes. C'est le moment même du cogito. Il y a un après le cogito qui va permettre de reforger le monde, mais là, c'est juste l'instant T. Et bien, en espérant que vous n'allez pas couper tous les ponts avec les autrui qui vous entourent, je vais vous laisser sur cette phrase d'Oscar Wilde: soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par soi-même? Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis namasté.